Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos. Avec Henri Crémieux et Georges Chamara de la Comédie Française. André Var, Jean Bollot, Jean Negroni, Geneviève Morel, Jacqueline Rivière, Rosie Vart, Marcel Bozuffi, Raymond Garivier, Pierre Delbon, Pierre Olivier, Clara Teffani et Yves Duchâteau. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Noël Barbé, opérateur Charles Marié, assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation de Pierre Billard. Je m'appelle Shepherd, James Shepherd. Depuis 26 ans, j'exerce la profession de médecin dans notre bourg de Kingsabot, et je n'éprouvais aucun besoin de m'essayer au jeu passionnant et dangereux de détective auxiliaire lorsque survint un événement qui devait modifier le cours paisible de mon existence. C'est en effet dans la nuit de vendredi à samedi dernier qu'est morte Madame veuve Ashley Ferrars pour avoir absorbé une dose trop forte de barbiturique. Lorsque j'arrivai à son chevet, je ne pus que constater le décès de l'une des plus belles et des plus riches de mes concitoyennes. La formalité du constat de décès accompli, je revins chez moi, l'âme lourde, mal préparé à satisfaire à cette autre formalité non moins désagréable, l'inévitable interrogatoire que ne manquerait pas de me faire subir ma sœur Caroline. Mes voisins n'ont d'ennui qu'avec leur voiture ou leur gastrite. Pour moi, j'ai à supporter en outre Caroline, dont la curiosité très affûtée ne me laisse aucun répit. Pour qui tenait ces informations du garçon laitier, le suicide ne faisait aucun doute. L'inévitable suicide d'une malheureuse, poussée par le remords d'avoir, une année plus tôt, supprimé son ivrogne de mari. J'étais là, assez peu enclin à discuter avec ma sœur. Cependant, je tentais une timide réaction. Caroline, ton imagination... Tu peux me croire, James. Je suis d'autant plus certaine de ce suicide que j'ai la conviction que la malheureuse a écrit sa confession. Et je crois deviner à qui. Une autre confidence du laitier. À l'homme qu'elle aimait, James. Roger Ackroyd. Rien ne va mieux qu'un veuf auprès d'une veuve. Et la conjugaison de leur fortune n'était pas pour choquer ce grippe-sou de Roger Ackroyd. Caroline, le Tout-Puissant te jugera avec sévérité. Le Tout-Puissant n'a jamais parlé comme moi avec les domestiques de Fernley Park. Je sais à quoi m'en tenir. Et si le propre fils de Sir Roger s'est éloigné de la maison... Grave Patton n'est pas le propre fils de Sir Roger. Tu sais aussi bien que moi qu'il était né avant son mariage. Si tu prends l'arbre, tu prends le fruit. Ceci est probablement écrit quelque part dans la Bible. Il est aussi vrai que Ralph est le fils de Roger Ackroyd qu'il est vrai que tôt ou tard, il épousera Flora. J'avais si peu envie de poursuivre cette conversation que je me réfugiais derrière l'excellent prétexte de quelques visites urgentes à mes malades, pour m'enfuir sans demander mon reste. J'étais à peine sorti que je rencontrai Roger Ackroyd. Shepherd, vous êtes l'homme que je cherchais, docteur. Quelle terrible chose. Vous avez appris. Croyez à toute ma sympathie, Ackroyd. Et c'est plus affreux encore que vous ne l'imaginez. Il faut que nous parlions longuement ensemble, mon ami. Pourriez-vous m'accorder votre soirée? Nous dînons vers 7h30. Mais je m'arrangerai. Mais s'agit-il de quelque chose de si grave? De Raph, par exemple? Raph, eh bien oui, d'une part, mais d'autre part aussi cette femme, Shepherd. Mon Dieu, elle m'avait promis une lettre et la voici morte. Croyez-vous au message de l'au-delà, mon ami? J'ai le pressentiment qu'elle aura tenu parole. Ne vous alarmez pas. Je serai à Fernley ce soir, à 7h30. Je le regardais s'éloigner, ses lourdes épaules ployant sous le poids d'une tragique malédiction. Mais j'avais mes propres problèmes. Visites et consultations me prirent toute la journée et me retinrent même plus tard que je n'avais pensé. De peur d'indisposer Ackroyd, pour qui l'exactitude était une vertu majeure, je décidai de gagner Fernley Park en coupant par les bois. Au détour d'un sentier, j'aperçus la silhouette familière de Ralph Patton, que je croyais à Londres.
Il était en compagnie d'une jeune fille que je ne pus identifier. Mais le ton des voix, proche de la dispute, m'incita à m'arrêter brusquement, sans manifester ma présence. Ma chère petite, je n'ai passablement lassé depuis quelques années. Il me coupera les vivres. Ne comprenez-vous pas que le moindre prétexte, me savoir ici, par exemple, malgré son ordre, lui suffirait à me déshériter? Lorsqu'il mourra, je serai riche, mais seulement lorsqu'il mourra. Le bruit que je fis en écrasant une branche sèche les alerta. Ils baissèrent la voix, et je n'eus plus qu'à poursuivre mon chemin, les oreilles emplies de l'écho des mots étranges que j'avais surpris. La demie de 7 heures se confondit avec mon coup de sonnette à l'entrée de la merveilleuse demeure des Ackroyd. Solennel, comme toujours, le maître d'hôtel, Parker, m'introduisit. J'étais encore dans le vestibule lorsque Geoffrey Raymond, le secrétaire d'Ackroyd, m'aperçut. Mais c'est notre docteur. Dînerez-vous avec nous ou dois-je déduire de votre présence que nous avons un malade à Fernley? Je viens dîner, mon ami. Et si ma sacoche vous inquiète, c'est que je crains d'être appelé d'un instant à l'autre pour un accouchement difficile. Je prends toujours mes précautions, Raymond. La médecine est exigeante. Il s'en fut en riant, et je m'apprêtais à pénétrer dans le salon, lorsqu'un bruit, venu de l'intérieur de celui-ci, me frappa. Il me sembla qu'on refermait une fenêtre. Poussant la porte du salon, je me cognai presque à Miss Russell. Écarlate, le souffle court, elle disparut sans un mot. Un coup d'œil m'assura que toutes les fenêtres étaient ouvertes. Ce n'est donc pas la fermeture de l'une d'elles que j'avais entendue. J'en étais là de mes réflexions lorsque les hôtes de Fernley firent leur entrée dans le salon. Flora Ackroyd précédait sa mère, un homme les suivait, le major Blount, grand chasseur de fauves, et que j'avais eu déjà l'occasion de rencontrer. Eh bien, docteur, vous êtes venu me féliciter, j'espère. Vous féliciter? Mais bien sûr, Miss Flora, Il ne sait pas encore. Docteur, vous avez devant vous l'heureuse fiancée de Raph Patton. C'est officiel. Je vais l'épouser. Mon oncle est ravi, Raph est ravi, mère est ravie. Et vous-même? Moi, je suis contente. Le major m'a promis ses lumières sur tous ces bibelots africains que mon oncle a rangés dans cette vitrine, docteur. Non, derrière vous. Nous vous écoutons, major. À vos ordres, Miss Flora. D'un geste maladroit, Flora Ackroyd souleva le couvercle de la table vitrine au centre du salon. Celui-ci, lui échappant, fit entendre un bruit que j'identifiais dans un réflexe. Comment avais-je pu confondre quelques instants plus tôt ce claquement sec avec le bruit d'une fenêtre qu'on ferme? Le major n'eut guère le temps de faire valoir ses talents de conférencier. Parker lui coupa ses effets en annonçant que le dîner était servi. Le repas se déroula dans une atmosphère de gêne qu'aucun des convives n'essaya de dissiper. Placé aux côtés d'Ackroyd, je l'étudiais discrètement. Qu'il fût sous l'empire d'une émotion profonde ne faisait aucun doute. Je n'étais moi-même pas autrement à l'aise. Et c'est avec un véritable soulagement que je le vis se pencher vers moi sur la fin de ce morne repas. Nous les laisserons prendre le café ici, n'est-ce pas, Shepard? J'ai donné des instructions pour que nous ne soyons pas dérangés dans mon bureau. N'oubliez pas votre sacoche, lorsque vous m'y suivrez. Je vous donnais le change à tous ces yeux qui nous observent. Je n'avais à formuler aucune objection. Je suivis bientôt Sir Roger dans son bureau. Et nous fûmes seuls. Fermez la porte, Shepard. Et soyez assez aimable pour vous assurer aussi des fenêtres. Et elles sont fermées. Vous en êtes tout à fait certain? Bien, asseyez-vous. Excusez-moi, Shepard, je suis en enfer. Ah, mon ami, que de ruines autour de moi en ces dernières 24 heures. Mais calmez-vous, Ackroyd. Personne d'autre que moi ne peut vous entendre. Espérons-le, Shepard. Voyons. Il y a cette affaire de Raph. Le dernier coup pour moi. Mais surtout, il y a l'autre affaire. Je m'adresse au docteur. Lorsque vous avez soigné Ferrars l'hiver passé, au cours de cette crise qui lui fut fatale, avez-vous jamais soupçonné, enfin deviné,
qu'il ait pu succomber à un empoisonnement. Je serai franc, Ackroyd. Sur le moment, non. Je n'ai eu aucun soupçon. Il a été empoisonné. Comment? Mais par qui? Sa femme. Qui a prétendu cela? Elle-même. J'ai reçu ses aveux hier soir. Je l'aimais, Shepard. Je lui avais demandé de m'épouser. Et ses réticences irritaient ma vanité. Je lui fis sèchement quelques remarques. Et sans que rien ne pût laisser prévoir, elle me confia tout dans un moment d'abandon total. Sa haine pour la brute qu'il avait épousée, son amour grandissant pour moi, et le terrible moyen qu'elle avait choisi, le poison. Le poison. Ce fut un meurtre lucide, Shepard, commis de sang-froid. Oh, je n'ose vous croire, Ackroyd. Je n'osais pas non plus, Shepard. Et cependant, j'ai entendu cet aveu. Et ce n'est pas tout. Une autre personne sait la vérité, qui exerce sur elle la plus exécrable pression, le chantage. Seigneur, mais qui? Le savez-vous qui? C'est pour échapper au scandale qu'elle s'est tuée. Mais puis-je, moi, sur qui le scandale n'aura pas d'effet, refuser de la venger? Oui, je comprends vos sentiments. Ce triste personnage doit être châtié. Mais cependant, il faut examiner les conséquences. Une mémoire jamais souillée, la méchanceté des gens. Je ne sais que faire. J'ai convoqué un spécialiste de ces sortes d'affaires et maintenant, je ne sais si j'aurai le courage de le recevoir. J'espérais une lettre. Une lettre qu'elle m'avait promise lorsqu'elle aurait pris sa décision, pour laquelle elle me demandait quelques heures de répit. Je suis convaincu que cette lettre me commanderait sa volonté dernière. Mais rien. À moins que... À moins que... Le destin Shepard va sans hâte, mais rien jamais ne l'arrête. Qui est-ce? Parker, monsieur. Je vous apporte le courrier du soir. Entrez. Merci, je ne veux plus être dérangé, Parker. Monsieur. Oh. Qu'avez-vous, Ackroyd? Cette enveloppe, Shepard. Je n'ose ouvrir. Mon ami, il faut connaître sa volonté. Ah, c'est vrai. Allons, Roger Ackroyd, un peu de courage. Cher, très cher Roger, une vie réclame une autre vie. J'ai lu cela sur votre visage. La mienne paiera donc celle du très détestable Ashley Ferrars qui fut mon époux. Mais je vous crie vengeance. Hormis vous, je n'ai personne à préserver du scandale. Je vais donc vous livrer le nom du misérable et vous déciderez... Eh bien, tournez la page, Ackroyd. Pardonnez-moi, Shepard. Mais cette lettre ne concerne que moi. Et Ackroyd, non? Dans votre état, je ne puis vous abandonner seul à une si considérable émotion. N'insistez pas, mon ami. Mais je ne vous demande pas de me révéler ce qui vous concerne exclusivement, mais en tant que médecin, j'exige que vous en preniez connaissance devant moi. Vous pouvez ne pas supporter. Exiger, c'était bien le moyen le plus propre à ne rien obtenir de ce Gallois vindicatif et buté. Tous mes arguments demeuraient inutiles. La lettre lui avait été remise à 9h moins 20. Il était 9h moins 10 lorsque je le quittais, sans qu'il eût achevé de la lire. Je le regardais une dernière fois, hochant la tête, et m'efforçant de découvrir si je n'avais rien oublié. Rassuré sur ce point, je sortis, renversant presque Parker. Pardon, monsieur. Mais, monsieur Ackroyd, ne vous a-t-il pas dit qu'il ne voulait plus être dérangé? Oui, monsieur. J'avais cru entendre qu'il m'appelait. C'était si manifestement faux que je le soupçonnais d'avoir écouté derrière la porte. Je ne pris même pas la peine de relever son mensonge. À 10h15 chez moi, je me disposais à gagner ma chambre et j'avais gravi quelques marches de l'escalier qui mène aux chambres lorsque le téléphone sonna. Tu réponds, James? Ou dois-je descendre? Ne bouge pas, j'y suis. On se doit être millimètres. Elle nécessite d'appeler. Allô? Allô, j'écoute? C'est moi, oui. Quoi? Comment? Oui, mais certainement. Tout de suite. C'est Emily? Non, c'est Parker. Il me téléphone de Fernley. On vient de trouver Roger Ackroyd assassiné. Quelques minutes suffirent à sortir ma voiture et retourner à Fernley. Je tremblais d'impatience en sonnant à la porte. Après un long et mortel silence, j'entendis le pas solennel de Parker
qui m'ouvrit sans trace de fièvre. Alors vite, où est-il? Qui cela, monsieur? À votre maître. Conservez votre flegme pour l'exportation, mon ami. Et ne restez pas comme une souche. Où est-il? Et la police? La police? Quoi, la police? Quelle police? Oh, mais vous êtes fou, Parker. Vous me téléphonez l'assassinat de votre maître? Moi, monsieur? Mais c'est monsieur qui... L'assassinat... C'est une mystification, monsieur. Je puis jurer que je n'ai pas touché le téléphone. Vous vous êtes nommé... C'est insensé. Insensé, oui, monsieur, mais à notre époque... Mystification ou non, conduisez-moi près de ce Roger. Je veux en avoir le cœur net. Nous dûmes enfoncer la porte à coups d'épaule. Le téléphone n'avait pas menti. Un coup d'œil suffit à m'en assurer. Ackroyd était assis tel que je l'avais laissé, mais sa tête avait pris une inclinaison caractéristique et semblait bizarrement accrochée comme à un clou à l'objet métallique et brillant qui paraissait lui sortir du cou, derrière l'oreille. Oh, c'est affreux. Oui, Parker, oui. Tuer un homme ainsi par derrière, c'est affreux. Mais pressez-vous, Parker. Il faut prévenir tout le monde, hein, et la police. Prenez ma voiture, chaque minute est précieuse. Vous pensez qu'il n'est pas mort? Hein? Ah, si, Parker. Mais c'est pour l'assassin que chaque minute est précieuse. 2 minutes plus tard, ils étaient tous là. Le secrétaire, le major Blount, Miss Russell et Flora Ackroyd. Nous nous étions abstenus de rien toucher avant l'arrivée de l'inspecteur Raglan, qui ne parut pas moins affecté que les familiers de la victime. Mauvaise affaire, messieurs. Un homme si bon. Avez-vous déplacé le corps? C'était inutile, hélas, pour constater l'état de notre ami. Oui. Le suicide est exclu, n'est-ce pas, docteur? Aucun homme ne pourrait se frapper ainsi lui-même. C'est un meurtre. Quelqu'un d'entre vous, messieurs, remarque-t-il la disparition d'un objet quelconque? J'allais mentionner la disparition de l'enveloppe bleue à laquelle j'étais seul ici à pouvoir faire allusion, lorsque le major recueillit dans ses bras Miss Flora, que l'émotion terrassait. Oh. Miss Russell, accompagnez la jeune personne. Oui. Et faites savoir au personnel que nul n'est autorisé à s'absenter de Fernley Park jusqu'à nouvel ordre. Oui, monsieur. L'inspecteur Raglan commençait aussitôt son enquête. Roger Ackroyd venait d'être assassiné dans une pièce dont toutes les issues étaient closes, à l'exception d'une fenêtre ouverte, bien que je l'eusse fermée moi-même devant la victime. À 21h30, soit une demi-heure après mon départ, Roger Ackroyd vivait encore, puisque le secrétaire l'avait entendu parler dans son bureau. Ce dernier point était encore confirmé par le témoignage de Parker, qui avait, un quart d'heure plus tard, croisé Miss Flora devant le bureau, alors qu'elle en sortait, après avoir souhaité le bonsoir au défunt. Enfin, le maître d'hôtel certifiait n'avoir introduit âme qui vive à Fernley après mon départ. C'est bien, messieurs. Le crime se situe donc entre 9h45, heure de la visite de Miss Flora à son oncle vivant, et 10h15, heure du mystérieux coup de fil reçu par le docteur. Nous éplucherons ces 30 minutes. C'est une faible marge de sécurité pour le meurtrier. Messieurs, la suite sera facile. Nous en avons fini avec les surprises dans cette affaire. Ce en quoi il se trompait merveilleusement, ainsi que nous le démontra la minute suivante. Sans que nous y eûmes les uns ou les autres pris garde, dans la fébrilité générale, la sonnette de l'entrée avait retenti à plusieurs reprises, et nous vîmes soudain dans l'encadrement de la porte la silhouette d'un petit homme, l'œil bleu pétillant, la moustache insolente, hissée sur les talons, et qui se présenta d'une voix claironnante. « Messieurs, permettez-moi de me présenter. J'arrive du continent. Hercule Poirot. » C'est alors qu'une phrase d'Ackroyd me revint à l'esprit. J'ai convoqué un spécialiste de ces sortes d'affaires. Effectivement, l'homme était détective, et le meilleur de l'univers, à l'en croire sur parole. Hélas, votre client est mort, monsieur. Quant à la police officielle du Royaume-Uni que j'ai l'honneur de représenter ici, elle est de taille à se dispenser des secours de l'amateurisme. La famille jugera, monsieur, de l'opportunité de satisfaire ou non à la volonté du défunt. La famille, en la personne de Flora, jugea de son devoir de respecter la volonté de Sir Roger. C'est ainsi que s'imposa à nous l'extraordinaire personnalité du petit Belge dont je devins bientôt le confident avide et passionné. C'est sous son impulsion que débuta la véritable enquête. Oh, cela ne traîna pas. Immédiatement après le départ de l'inspecteur Raglan, Hercule Poirot reprit pour son compte l'examen du corps et des lieux. Pour ma part, je ne crus pas devoir lui faire mystère de la disparition de l'enveloppe bleue, non plus que de ce que je pouvais lui rapporter des termes de la lettre par laquelle Madame Ferrars léguait à Sir Roger sa vengeance. Voyons.
Tout est dans l'état où vous l'avez découvert en même temps que le meurtre. Mais oui, monsieur, je pense. Bien. Le coup paraît avoir été porté violemment, comme ceci, hein, de la main droite. Et la victime n'a eu ni le temps ni la possibilité de connaître son assassin. De qui cette photographie? Ralph Patton, monsieur, le fils de la victime. Enfin, plus exactement, ce Roger n'était que son beau-père, mais... Bon garçon. Il est ici? Oh, c'est-à-dire pas à Fernley, monsieur, mais au village. Oui, il était, disons, un peu en froid ces dernières semaines avec Ackroyd. C'est le plus charmant garçon que je connaisse. Mais qui cherchez-vous à convaincre, docteur? Vous ou moi? La nouvelle doit courir le village et c'est étrange, ne pensez-vous pas, que le meilleur garçon à votre connaissance ne soit pas encore au chevet de son beau-père? Oh, c'est-à-dire, je ne cherche à convaincre personne, mais je sais de quoi Ralph Patton est capable, et de quoi il est incapable. Et je crains que vous ne perdiez un temps précieux. À poursuivre? Oui, enfin, si vous voulez, à poursuivre un innocent. Dites-moi, c'est bien sur ce bouton, n'est-ce pas, qu'on appuie pour le maître d'hôtel? Bien. Vous le soupçonnez? Mais il n'est pas d'auxiliaire plus précieux pour moi que les maîtres d'hôtel, mon ami. Les docteurs mis à part. Et vous en particulier. Mon brave Parker, regardez autour de vous et dites-moi si cette pièce est exactement demeurée en l'état où vous l'avez trouvée en découvrant le meurtre. Voyons. L'électricité, elle était allumée. Et les rideaux un peu plus tirés, peut-être. Ah non. Ils sont comme avant. Comment était le feu dans cette cheminée? Bas. Très bas, monsieur. Si j'ose dire, après l'événement, mourant. Il y a un détail. Je vous en prie. Insignifiant, mais ce fauteuil, il était comme ceci, voyez-vous, tourné vers le mur, et le dossier très haut. Comme ça. Exactement. Parfait. Très curieux. Personne ne s'assierait sur ce fauteuil ainsi placé. Je vous remercie, mon ami. Au service de monsieur. Voyez-vous, docteur, chaque détail est un morceau du puzzle. Prenons un exemple. Le feu. Il est très bas. Ce n'est donc pas une chaleur excessive qui a conduit Roger Ackroyd à ouvrir cette fenêtre que vous aviez poussée vous-même. Mais vraisemblablement a-t-il fait entrer quelqu'un par cette voie inhabituelle. Qui, mon ami? Qui? L'interlocuteur de 21h30. Et je ne puis m'empêcher de croire que ce genre d'exercice implique une personne jeune, physiquement en condition, comme disent les sportifs, familière des lieux et intime de Roger Ackroyd. N'avez-vous pas remarqué que les enfants aiment entrer par les fenêtres? Et comme les adultes conservent les habitudes de l'enfance sur les lieux de leur enfance? Le jeune Raph, je ne vous harcèle pas, mon ami, mais votre protégé, interdit à Fernley, lui, l'enfant de la maison, est reçu en cachette par son beau-père, sauvegardant ainsi les apparences. Cela vous paraît tellement invraisemblable que le redoutable petit homme ait sitôt fait de Ralph notre suspect numéro 1 me laissa sans voix. Et les cheminements par lesquels sa méthode déductive le fit avancer, jour après jour, sur les voies de la vérité, me furent un sujet quotidien d'émerveillement. Connaissez-vous cette arme, messieurs? Je la connais. C'est un poignard tunisien que j'ai offert moi-même à Ackroyd lors de mon arrivée ici. Aucun doute, major? C'est que vous l'avez à peine observé. Aucun doute, monsieur. Si vous l'aviez été chercher où je l'ai pris, vous le reconnaîtriez aussi entre mille. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas d'une simple remarque. Dites-moi plutôt quelle était la place habituelle de cet objet. Je l'ignore, monsieur. Dans la vitrine du salon. Je le reconnais maintenant, moi aussi. Comment dans la vitrine? Mais bien, docteur. Que veut dire votre interruption? Oh, c'est très insignifiant, mais lorsque je suis arrivé pour dîner, j'ai entendu se refermer brutalement le couvercle de cette vitrine, comme par quelqu'un qui se hâtait de peur d'être surpris. Tiens, et ce quelqu'un, l'avez-vous rencontré? Je n'ai rencontré que Miss Russell en entrant au salon. La gouvernante? Eh ben, nous notons cela, docteur. Et ce poignard était encore à sa place.
Ah, je ne saurais vous répondre, monsieur. Je n'y ai pas pris garde. L'esprit d'observation manque à notre siècle, c'est dommage. Messieurs, vous êtes libres. Vous êtes libres dans les limites de cette propriété. D'ailleurs ravissante. Le poignard fut adressé au laboratoire compétent pour examen des empreintes qu'il pouvait porter. Une enquête au service des postes révéla que la communication téléphonique faussement attribuée à Parker depuis Fernley Park émanait en fait d'un inconnu qui avait utilisé la cabine publique de la gare de King's Abbot. Je ne m'étais pas trompé d'heure, puisqu'on pouvait la fixer précisément. 10h15. 10h15. Cela coïncide-t-il avec un événement quotidien de la gare? Enfin, je veux dire, une arrivée de train ou un départ? À 3 minutes près, oui. Oui, monsieur, oui. Nous avons l'Express de Liverpool chaque jour, à 10h18. Très intéressant. À propos, vous ai-je dit que la gardienne du parc a vu, lorsqu'elle fermait ses rideaux, quelqu'un franchir la grille et se diriger vers la maison? Mon inconnu? Non, docteur. Quelqu'un de très connu, au contraire. Ralph Patton. Remettez-vous. Et marchons, s'il vous plaît. Un peu d'air facilite la gymnastique des petites cellules grises et ce parc m'attire. Si vous voulez, nous irons vers le pavillon, là-bas, au bout de la terrasse. Voyez-vous, docteur, si nous résumons ce que nous savons, à 9h25, Patton est vu se glissant vers la maison. À 9h30, le secrétaire entend Ackroyd refuser de l'argent. J'ai noté la phrase « Trop d'emprunts ont épuisé ma bourse ces temps-ci pour que j'accède à votre requête » à un quémandeur inconnu. À 10h moins un quart, le salon est vide. Je l'ai établi. C'est-à-dire la vitrine, c'est-à-dire le poignard, accessible. Miss Flora quitte son oncle à cet instant. L'assassin revient vers Ackroyd, le tue, s'enfuit et court jusqu'à la gare qu'il peut facilement atteindre avant 10h15. Mais pourquoi me téléphonerait-il? C'est bien, c'est très bien, oui, c'est là, en effet, que ma construction s'effondre. Oui. Pourquoi? Les assassins se conduisent souvent de manière à déconcerter, et je crois le nôtre très habile. Ce message téléphonique. Il y a une raison à ce message. Madame Ackroyd m'a donné à comprendre que l'adolescence de Raph, qu'il avait été nerveusement très secoué par la guerre. Est-ce exact, docteur? Encore Raph? Est-ce exact? Bon, la guerre nous a tous plus ou moins secoués. Une île sans cesse bombardée est comme un cuirassé à l'encre, monsieur. L'Angleterre est une île, et ce n'est pas bon pour les nerfs d'un adolescent de vivre sur une cible. Je puis vous assurer néanmoins que Raph est totalement guéri des traumatismes psychiques qui ont pu le marquer à cette époque de sa vie. J'en suis convaincu, merci mon ami. Votre éloquence m'a convaincu. Presque convaincu. Agréable promenade, n'est-ce pas? Et ce pavillon, Shepard, quel est son usage habituel? Fin de chasse? Oh, je ne pense pas qu'il ait d'autre objet que d'être le rendez-vous commode de tous les amoureux du comté. Début de chasse, donc. Je ne me trompais guère. Mais poursuivons notre promenade, voulez-vous? C'est bien Miss Flora que nous apercevons là-bas penchée sur le bassin. Et c'est bien le major qui l'accompagne. Rejoignons-les. J'adore les vieux bassins où dorment de vieux poissons rouges. En effet, Flora Ackroyd et le major semblaient chercher dans l'eau troublée par la canne du major qui fouillait légèrement la vase. Flora était presque curieuse. En tout cas, elle ne paraissait guère affectée par la mort de Sir Roger. Eh bien, major, sommes-nous invités à cette pêche miraculeuse? Monsieur Poirot, vous ne croyez pas si bien dire, j'ai cru apercevoir de l'or, figurez-vous. Dans ce bassin, une pépite? Non, un bijou. Enfin, quelque chose comme un bijou. Une boucle d'oreille, peut-être. Miss Flora est une enfant. Et vous l'assistez de votre expérience considérable. Me permettez-vous une courte interruption? Une question, major. Quand avez-vous vu Ackroyd vivant pour la dernière fois? J'ai vu Ackroyd pour la dernière fois hier soir au dîner. Mais je l'ai entendu un peu plus tard, mettons... Oui, exactement à 9h30, de la terrasse où je fumais. Il m'a semblé qu'il parlait à Raymond, le secrétaire. De la terrasse? En somme, à peu de choses près, de cet endroit. Vous avez l'ouïe fine, très fine, major. Pensez ce qu'il vous plaira, monsieur.
Ce que je pense, Major, est d'une grande simplicité. Je pense. Je pense que Miss Flora a raison. Il y a dans ce bassin un objet brillant. Aidez-moi, docteur. Je le distingue maintenant que l'eau est redevenue plus claire. Retenez-moi, que j'essaie de l'attraper. Allons, un petit effort. Je le... Ah non, zut, rien. Une bulle, j'imagine, reflétant le soleil. Rien. Tant pis. Consolez-vous avec l'or de vos cheveux, Miss Flora. Venez, Shepard, nous avons affaire. Nous n'avions pas parcouru 100 mètres que Poirot me stupéfia une fois encore. Vous pensez que j'ai bien inutilement trempé la manche de ma chemise, n'est-ce pas, Shepard? Je n'osais vous en parler. Mais il fallait oser. Il fallait, mon bon ami. Car Hercule Poirot ne risque pas de tacher ses vêtements s'il n'a pas la certitude de trouver ce qu'il cherche. Agir autrement serait ridicule. Et je ne suis jamais ridicule. Ça vous intéresse-t-il de savoir ce qu'il y avait dans le bassin? Oui? Alors, regardez. Dans la paume ouverte qu'il me tendait, je distinguai l'anneau d'or d'une alliance. Je la saisis. Sur la face intérieure, on pouvait lire une inscription gravée. Donné par R, 13 mars. Donné par R, docteur. Par R. Comme Raph Patton. Comme Randolph Blunt. Comme Reginald Parker. Et comme Roger Ackroyd. Donné par qui? Donné à qui? J'étais subjugué. Je le suivis comme un caniche vers le château où l'avoué de la famille, Maître Hamon, nous attendait. Avec une extrême précision, il se fit un devoir, sans jamais outrepasser les règles du secret professionnel, de nous éclairer sur la situation de fortune de chacun. Nous sûmes ainsi que Flora et sa mère étaient au bord du gouffre, comme Ralph Patton, jusqu'à la mort de Roger Ackroyd, puisque Raph héritait et que Flora allait épouser Raph. Mais la visite de Maître Hamon prit le plus fortuitement du monde une importance soudaine. Avant de me retirer, mesdames, je tiens à vous marquer ma déférente sympathie. Merci. Si la modique somme de 100 livres que j'ai versée en liquide à Sir Roger dans la matinée d'hier ne vous suffisait pas pour faire face aux pénibles obligations de l'heure... Merci, maître, nous nous arrangerons. S'il vous plaît, maître Hamon, à quelle somme faites-vous allusion? 100 livres d'argent liquide, mais nous n'avons rien trouvé ici de comparable à cette modique somme. Moi, je suis au courant, inspecteur. Monsieur Ackroyd m'a parlé de cette somme, destinée au règlement d'une commande à la société anglaise des dictaphones, ainsi qu'au paiement des gages du personnel. Vous trouverez la somme intacte dans la cachette, je pense. Quelle cachette? Ben, la cachette derrière vous, le cache-pot. L'autre. Voilà. Oui, c'est toujours là que Sir Roger rangeait l'argent liquide. Tenez, comptez, l'alias est intact, encore épinglé. 10, 20. Vérifiez après moi, maître Hamon. Il n'y a que 60 livres, toutes neuves et parfaitement épinglées. C'est impossible, voyons. Il y en a 100, je l'ai vu moi-même les compter. Je regrette, monsieur Raymond, l'inspecteur a raison. Il manque 40 livres. Qu'en dites-vous, monsieur Poirot? Eh bien, c'est on ne peut plus simple. Ou bien Ackroyd a payé hier soir une somme de 40 livres, ou bien celle-ci a été volée. Sir Roger n'effectuait personnellement aucun versement. Donc, il s'agissait d'un vol. Une fois de plus, l'emploi du temps des dernières 24 heures de la domesticité fut passé au crible. L'innocence du secrétaire était assez éclatante pour que Raglan lui-même en convint. Miss Russell et Parker, malgré leur attitude équivoque sur d'autres points, étaient hors de cause sur celui-ci. Restait une femme de chambre, avec qui nous n'avions encore pris aucun contact. Elle ne put se dégager entièrement des présomptions qui pesèrent sur ses jolies épaules lorsque nous apprîmes par Miss Russell qu'elle avait reçu brutalement congé de Sir Roger la veille au soir. Elle s'appelait... Ursula Bourne, inspecteur, c'est exact. J'apprends que vous partez? Oui, inspecteur. Pourquoi? J'ai dérangé des papiers importants sur le bureau de monsieur Ackroyd. Celui-ci m'a fait appeler, il est entré dans une violente colère et m'a signifié d'abandonner son service dès que possible. Comme c'est vraisemblable. Vous êtes entré dans ce salon hier? Non, inspecteur. Son entretien ne m'incombe pas. C'est exact. Dites-moi,
Une forte somme d'argent a disparu hier. Je ne sais rien à ce sujet. Si vous pensez que je l'ai prise et que c'est là le motif de mon renvoi, vous êtes dans l'erreur. Mais je ne vous accuse pas, mon petit. Ne vous emballez pas. Je vous autorise à fouiller mes bagages. C'est une autorisation dont j'userai. Si vous me permettez, une simple question à cette ravissante jeune personne. Quand Sir Roger a-t-il eu avec vous ce fâcheux entretien? En fin de soirée, monsieur. Ce fut une dispute? Non, monsieur. Sir Roger était seul en colère. Moi, je me contentais de retenir mes larmes. Je vous remercie. Lorsqu'elle nous quitta, très digne, je sentis qu'elle avait conquis Poirot autant que moi-même. Toutefois, celui-ci, fidèle à sa théorie de ne rien admettre qui ne fût consolidé d'autre part, me confia une mission près d'une certaine dame Folliot, résidant à Grantchester, la ville voisine, laquelle dame avait jadis employé Ursula. Je me rendis près d'elle, et je n'obtins sur la jeune fille que d'excellents renseignements. Le damné petit Belge avait honteusement profité de mon absence. Il était venu rendre visite à Caroline, qui, après lui avoir fait les honneurs de notre maison, particulièrement de mon atelier de bricoleur, s'était empressée de donner libre cours à son éloquence. Elle avait été jusqu'à renseigner Poirot sur mes habitudes professionnelles. Je crois que je n'aurais pas manqué de faire à Poirot quelques reproches cinglants, mais je le retrouvai en compagnie de Raglan, ce qui coupa court à ma colère. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Pour Ralph, elles étaient effrayantes. Le coroner a remarqué l'absence du jeune Ralph Patton à l'enquête. Mauvais pour lui, messieurs. S'il est innocent, pourquoi se cache-t-il? Tous les ports, toutes les gares sont alertés. Son appartement de Londres placé sous surveillance ainsi que les lieux de ses habitudes. Rien. Disparu. S'il est à Liverpool... Vous songez à cette mystérieuse communication téléphonique? Donnée 3 minutes avant le départ de l'Express pour Liverpool, ne l'oubliez pas. J'ai peur que vous ne donniez dans le piège, Raglan. Cette communication, interprétée comme le souhaite l'assassin, c'est probablement l'impasse. Hein? Je commence à croire qu'il faut tenir compte de vos observations, Poirot. C'était un compliment prodigieux dans la bouche de Raglan, et Poirot ne s'y trompa pas. Son œil malicieux suivit la lourde silhouette de l'inspecteur, tandis qu'il murmurait... Chacun des acteurs de ce drame a son secret, docteur. Comme une tare. Ils me cachent tous quelque chose, tous. Le docteur Shepard échappe-t-il à la règle? Vous savez bien que non. Oh. Une omission de l'un, un mensonge de l'autre, et Poirot n'a plus qu'à se fier au bon fonctionnement de ces petites cellules grises. Heureusement, ils viendront tous, tôt ou tard, me confier leur vérité. Et de vérité en vérité, d'aveu en aveu, Poirot ira jusqu'au dernier aveu, l'ultime vérité, celle du coupable. Là encore, mon nouvel ami voyait juste. Cela commença par Madame Ackroyd. C'est moi qui reçus sa confidence, dont je me libérai aussitôt dans l'oreille de mon maître enquêteur. C'était peu de chose. Dans l'après-midi du crime, quelques heures avant celui-ci, elle avait eu l'imprudence de fouiller dans les papiers d'Ackroyd, en quête d'y découvrir le testament. Tiens donc! Vous n'ignorez plus sa situation financière difficile. Elle pouvait s'en accommoder toutefois dans la mesure où le testament lui permettrait de fortes espérances sur lesquelles établir son crédit. Que sa fille, ou Raph, son futur gendre, y figurassent en bonne position, lui donnerait le courage de s'endetter convenablement. C'est d'une moralité discutable, ne la condamnant pas pour cette tardive franchise. Mais au fait, quelle raison l'y a poussé, docteur? Il doit exister un impératif. Les vieilles dames ne se salissent pas les mains sans nécessité. Celle-ci, lorsqu'elle était à fouiller le bureau d'Ackroyd, elle fut, comment dire... cueillie la main dans le sac, j'imagine. Et par Sir Roger? Non. Par Ursula Bourne, qui venait demander un entretien à l'irascible Ackroyd. Ah, mais elle m'en donne aussi. Ce n'est pas Ackroyd qui l'a convoquée, c'est elle qui a provoqué l'entrevue. Très intéressant, Shepard. Continuez. J'en ai parlé à la jeune Ursula, qui m'a confessé que c'est bien à son initiative et non à celle de son maître que nous devons enregistrer son départ. Car on ne la chasse pas, Poirot, elle fuit. Et comme je m'inquiétais du motif, elle me refusa toute justification de son acte. Étrange conduite, vraiment. Tout son intérêt se rapportait à Ralph. Savais-je où il était actuellement? Où pourrait-elle le joindre? Mais ce à quoi elle tenait le plus, c'était de connaître l'heure très exacte du crime. Parfait. Nous avons fait un grand pas, Shepard. Je vous félicite et je vous remercie. Un premier grand pas.
Nous en fîmes rapidement d'autres. La série des aveux spontanés se poursuivit par une confidence gênée du secrétaire Raymond, qu'un lait de 500 livres de son maître remettait à flot. Mais le temps nous était trop mesuré pour que nous laissions à la conscience de chacun le soin de décider de l'heure de sa vérité. Parker eut les honneurs de la première salve, alors qu'innocemment il nous servait un excellent thé. Il faut dire que Poirot tient ce breuvage en horreur. Posez ça là, merci mon bon Parker. Ne vous sauvez pas. Je suis aux ordres de monsieur. Ce soit court. 2 ou 3 questions très amicales. Dites-moi, Parker, jusqu'où va votre science en matière... J'écoute, monsieur. En matière... de chantage. Je m'excuse, monsieur. Mais votre question... Je comprends votre trouble, mon très cher Parker. Ne vous dérangez pas, je me passerai le thé. Votre précédent maître, c'était bien le major... Ellerby. Major Ellerby. Je tenais à vous entendre confirmer ma plus récente information. Hercule Poirot sait tout, Parker. Que le major Ellerby s'adonnait aux stupéfiants, qu'il a été très directement mêlé à une sordide affaire de meurtre aux Bermudes, que vous aviez surpris son secret. De quelle somme le major a-t-il payé votre silence? Je n'ai pas touché un cheveu de la tête de Sir Roger, monsieur. Devant Dieu, je le jure. J'ai toujours redouté que vous appreniez l'autre chose, mais je jure que... J'en suis convaincu. Trop lâche pour l'assassinat, Parker. Trop veule. Mais pas assez pour écouter aux portes, n'est-ce pas? J'écoutais, oui. En apprenant que mon maître était sous le coup d'une menace de chantage, j'espérais que... Devenir le bénéficiaire de l'entreprise. Malchance, Parker. Ce n'était pas Ackroyd qu'on faisait chanter. Et vous l'auriez compris si le sort ne s'était acharné contre vous en vous laissant surprendre par le docteur, puis par le secrétaire et finalement par Miss Flora. À ce propos, et au point où vous en êtes, l'exacte vérité ne peut que vous servir. Étiez-vous collé à la porte lorsque Miss Flora a pris congé de son oncle? Non, monsieur. Je m'étais absenté, je revenais pour ma faction. Miss Flora était déjà sortie, la main sur la poignée de la porte qu'elle refermait. C'est ça, c'est bien ça. Cette vérité vous vaut mon indulgence. Disparaissez, monsieur Parker. Et si vous me permettez un conseil, abandonnez ce genre de solfège. Décidément, l'humeur était à l'offensive. Un nouveau rouage du mécanisme cérébral de Poirot transformait le Sherlock détendu en une sorte d'implacable justicier. J'ignorais le nom de sa prochaine victime, mon attente fut courte et ma surprise entière. Heureux de vous voir, Miss Flora. Je m'excuse, Major, de solliciter l'intérêt de votre charmante compagne, mais c'est indispensable. Miss Flora, je vous ai à diverses occasions supplié de vous montrer franche avec moi. Je ne puis vous accorder de nouveaux délais. Dois-je prier nos amis de s'éloigner? Bien, je parlerai donc devant eux. Miss Flora, je crains que vous n'ayez pas, comme vous l'avez jusqu'alors prétendu, salué votre oncle le soir du crime. C'est ridicule. Parker ne vous a-t-il pas dit l'avoir vu sortir du bureau? Non, Major, il ne l'a pas vu sortir. Il s'est présenté alors que Miss Flora, à l'extérieur de celui-ci, posait la main sur la poignée de porte du bureau. Miss Flora n'en sortait pas, mais dans un réflexe adroit, elle en donnait l'impression. Miss Flora venait du salon. Du salon? N'est-ce pas une erreur? Je le souhaiterais, mon ami. Elle sortait du salon. Et ce qu'elle dissimulait dans son autre main... Non, ce n'était pas le poignard. C'était... Je veux vous aider, mon enfant. C'était un mince rouleau de billets. 4 billets de 10 livres. Je les ai pris. Oh, je suis délivrée, monsieur Poirot. Malheureuse, mais délivrée par votre découverte. Vous ignorez jusqu'où cela peut conduire. Désirer des objets, combiner, mentir, tricher, s'endetter. Je suis comme Raph, une oisive pauvre. C'est notre faiblesse commune. Nous nous ressemblons assez pour que le mariage nous soit apparu comme une association inévitable. Raph. Ah, si j'avais pu le disculper en parlant plus tôt, je l'aurais fait. Mais j'ai vite compris que mon mensonge en me préservant n'ajoutait rien contre lui. J'ai menti. Je n'ai pas vu mon oncle ce soir-là. J'ai menti parce que j'avais volé. Je n'ai jamais rien fait d'autre que mentir et voler. Ainsi, la liste des suspects se réduisait-elle heure après heure.
Il était aisé de comprendre que Flora et le Major venaient d'obtenir de Poirot leur acquittement, comme précédemment Madame Ackroyd, le secrétaire et l'ignoble Parker. Pour Raph, mes plus sombres prévisions se trouvaient dépassées. J'aspirais au dénouement que je devinais proche. Je ne me trompais pas. Par un mot rapide déposé à mon cabinet en mon absence, Poirot me chargeait de convoquer à son domicile le soir même tous ceux qui, de près ou de loin, s'étaient trouvés mêlés au drame. Je m'acquittais au mieux de cette tâche, en proie à l'excitation la plus vive. Je n'étais pas le seul. À l'heure fixée, ils étaient tous présents. Presque tous. Seul absent, Raph. Seule absente, Ursula. C'était inquiétant, surtout en ce qui concernait la jeune fille. Et Madame Ackroyd exprima l'opinion générale en s'informant des raisons de ce manquement. Votre inquiétude aura peu duré, madame. J'aperçois une silhouette. Mais oui, c'est elle. Pourrez-vous lui faire une petite place? Entrez. Mes amis, vous connaissez Ursula Bourne. Permettez-moi de vous présenter une autre Ursula. Soyez des nôtres, Ursula Patton. Vous avez deviné la vérité, monsieur Poirot. Patience, mon enfant. Tout viendra en son temps. J'irai aussi vite que possible. Commençons par votre propre histoire, Ursula. C'est le 13 mars dernier que vous avez secrètement épousé Ralph. Par manque de courage, ce dernier n'a rien révélé à Sir Roger. Imaginez sa position très incommode dès l'instant qu'Ackroyd, ignorant le mariage, patronnait les fiançailles officielles de son beau-fils et de Miss Flora. Parler, c'était se condamner. Raph est endetté. Si Ackroyd ne le couvre pas de sa fortune, et nous le connaissons assez pour deviner qu'il n'aurait pas manqué de faire payer cher au jeune homme sa conduite ahurissante, il est perdu. C'est un faible. Vous êtes forte, Ursula. Dès qu'informé, vous affrontez la colère d'Ackroyd. Dans sa violence, il ne vous épargne pas, vous chasse et maudit Raph sans espoir d'absolution. Vous en êtes réduite à donner un rendez-vous clandestin à celui qui est votre mari devant Dieu, sinon devant les hommes. C'est vous qui parliez avec Raph sur le sentier lorsqu'est passé le docteur qui se rendait au dîner de Fernley. De telles explications ne sont pas brèves. Raph vous reconduit jusqu'au pavillon, c'est là que vous le laissez. Quelle heure est-il exactement lorsque vous vous séparez de lui? J'y ai trop repensé pour ne pas être affirmative. 10h moins 20, très exactement. Bien. Il vous voit entrer à Fernley, furieuse, désespérée. Il connaît votre force redoutable lorsque votre amour est en jeu. Il s'éloigne, transi, ulcéré par sa propre conduite, et la première nouvelle qui le frappe le lendemain dès la première heure, c'est que son beau-père a été assassiné quelques minutes après votre séparation. Vous ne voulez pas dire... Il n'a pas imaginé que moi... Si, mon petit. Il se sentait coupable. Pour détourner des soupçons sur lui et vous donner un magnifique témoignage d'amour, il se terre, il se dérobe. Heureusement, Poirot est là, qui finit toujours par tout découvrir. Un mensonge, une bague, un homme. Où est-il? Rendez-le-moi, j'ai trop souffert. Rendez-le-moi. Un homme qui, depuis ce matin, n'attend que vous. Ici. Entrez, mon ami. Ah, mon chéri. Oui, Raph Patton. Qu'en dites-vous, docteur? Ne vous avais-je pas prévenu qu'il ne servait à rien de me cacher quoi que ce soit? C'est votre minute de vérité, mon ami. Vous êtes un génie, Poirot. Ne nous perdons pas en banalité. Voici votre mensonge. Il s'appelle Raph. Expliquez-leur ce que je sais déjà. Le docteur a été très bon pour moi. Très loyal. C'est lui qui m'a permis de me dérober à l'action immédiate de la police. J'ai reçu sa visite avec joie. Et je savais qu'on le soupçonnerait. À son défaut, la jeune épouse qu'il aimait, il en convainc. Je l'assistais dans sa manœuvre généreuse. Mais votre sœur vous interdisait, par sa curiosité maladive, de l'abriter à votre domicile. Et il est vrai que sa loquacité est redoutable. Lorsque je lui demandai de m'indiquer, pour un imaginaire parent infirme, les maisons de repos proches de King Sabbath, et auxquelles vous vous adressiez habituellement, elle fut enchantée de m'en indiquer 2. Une très courte enquête me permit d'apprendre que vous aviez conduit un malade dans l'une d'elles le lendemain du meurtre de Roger Ackroyd.
Ce malade, le voici. Je veux publiquement vous assurer de ma reconnaissance, docteur, pour l'aide que vous m'avez apportée en un moment de ma vie où je désespérais. Et je tiens aussi à jurer solennellement que lorsque je quittais Fernley, vendredi soir à 9h45, je n'avais revu mon pauvre beau-père ni mort ni vivant. Il faut me croire, car je n'ai pas l'ombre d'un alibi. Eh, pas l'ombre, oui. N'est-ce pas ce que je redoutais? Mes amis, s'il vous plaît. C'est par palier que je veux vous conduire au dénouement. Vous seul, Ursula, ne possédiez pas d'alibi solide pour la soirée du crime. Vous teniez à cacher, en effet, votre entrevue avec Raph, lequel ne pouvait, sans se dédoubler, être simultanément près de son épouse jusqu'à 9h45 et près de Roger Ackroyd que 2 témoins entendirent converser à 9h30. Qui était donc avec la victime? C'est alors que j'en vins à ma plus audacieuse, à ma plus subtile déduction. Qui? Mais y avait-il quelqu'un avec Ackroyd? Voulez-vous insinuer que j'ai menti, monsieur? Je l'ai entendu, et le major Blunt aussi lui a entendu. Du calme, Raymond. Car le major vous considérait jusqu'à présent comme l'interlocuteur d'Ackroyd. C'est impossible. C'est logique. J'ai retenu la phrase entendue par lui. Les emprunts faits à ma bourse ont été si fréquents ces derniers temps que je crains de ne pouvoir accéder à votre requête. Est-ce de la conversation, cela? Non, c'est du courrier. L'inconscient du major vous mettez dans la peau de celui qui écoutait, car professionnellement, vous êtes amené à en enregistrer chaque semaine de semblables. J'ai lâché le mot. Enregistrer. Vous m'avez mis sur la piste Raymond en m'apprenant que les 100 livres liquides versés par maître Hammond iraient en partie à la Société anglaise des dictaphones. Cette révélation vous innocentait du reste totalement. Voulez-vous dire? Je dis, je prétends, j'affirme que Roger Ackroyd était seul et qu'il était mort. Ce que vous entendiez, Major, c'était la voix d'un mort qui, par jeu peut-être, comme un enfant qui s'amuse en cachette avec son jouet neuf, s'était lui-même enregistré. Ici s'arrêtent mes révélations. Mais je vous fais part de ma conviction que l'assassin est ici, dans cette pièce. Comment? C'est possible. Je sais qui il est. Comment? C'est à lui que je m'adresse et je lui dis, c'est la dernière chance. Une nuit de répit, voilà ce qui vous reste. Demain, la police saura tout. Parmi nous. Et vous le connaissez? Je le connais. Voyez ce papier. Pour la majorité d'entre vous, ce n'est qu'un message par sans fil reçu d'un paquebot en route pour l'Amérique. Pour l'assassin, c'est une carte d'identité, une condamnation. Mesdames, Messieurs, notre réunion est terminée. Demain, vous en saurez autant que moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, à remettre un peu d'ordre, docteur. Oui. Non, laissez ces chaises, mon ami. Je voulais dire un peu d'ordre dans mes esprits. Que pensez-vous de ma démonstration? À vrai dire, n'auriez-vous pas un peu bluffé, monsieur? Je le tiens. Il ne peut m'échapper. Il n'a qu'un chemin d'évasion, lequel ne conduit pas vers la liberté. Les petites cellules grises, Shepard. Mettez le contact. Ai-je résolu l'énigme du coup de téléphone? Pas de venteux, réfléchissez. Si Ralph est coupable, pourquoi ce coup de fil? Inutile. De toute façon, on le soupçonne. J'innocente donc Raph. Ceux de Fernley n'ont pu se rendre à la gare et se trouver de retour au moment de la découverte du crime. Et pourtant, j'ai toujours eu la conviction que c'est depuis Fernley qu'il faut juger le coup. Alors, un complice? Bien sûr, un complice. Pourquoi cet appel téléphonique? L'assassin veut que le crime soit immédiatement découvert et non pas le lendemain matin. Pourquoi encore? Pour qu'il soit en mesure d'être le premier sur les lieux du crime. Je ne vois pas... Attendez, tout est lié. Pensez au fauteuil déplacé. Moi, je n'oublie rien. Sa position n'avait qu'un but. Masquer pour un éventuel spectateur depuis la fenêtre un objet placé sur le bureau. Quel objet? Le dictaphone. Tous en ont accepté le principe et nul ne s'est étonné qu'il ait disparu.
L'appareil fonctionne. De la terrasse, on peut l'entendre. On ne peut le voir grâce au fauteuil. Bien. Qui l'a mis en route? Le mort? Non. L'assassin. L'assassin qui connaissait la marge de sécurité que lui accordait le système retardateur ingénieusement disposé par lui dans l'appareil. Résumons, Shepard. C'est un ami de Sir Roger, puisqu'il est au courant de cet achat et obtient que sous un quelconque prétexte, la victime lui confie l'appareil. C'est un mécanicien expert. Il a disposé des quelques instants qui lui ont suffi pour s'emparer du poignard. Il transporte avec lui, sans qu'on puisse le supposer, un objet aussi encombrant que ce dictaphone. Dans un sac noir, de docteur, par exemple. Oh, quelle imagination! Il est avec Ackroyd sans méfiance, le tue, met l'appareil en route, qui nous trompera sur l'heure du crime, c'est son seul objet, ouvre la fenêtre pour amorcer une autre fausse piste, déplace le fauteuil, s'enfuit et rentre à temps pour décrocher le téléphone. Oh, docteur, mais pourquoi faut-il que votre sœur m'ait laissé fureter dans le cahier de visite? J'ai constaté que vous aviez reçu la visite d'un client, steward sur un paquebot en partance de Liverpool. Lisez ce message qui répond au mien, docteur. Exact. Dr Shepard m'avait prié de déposer une lettre chez un de ses fournisseurs et de lui téléphoner la réponse à 10h15. À 10h15, il ne pouvait appeler que de la gare. C'était une idée géniale. La communication était réelle. Votre sœur pouvait en témoigner. Elle vous avait vu la recevoir. Mais une seule personne au monde pouvait en répéter les propres termes. Vous. Il faut que je rentre, monsieur Poirot. Je vous remercie pour cette très intéressante et instructive soirée. Je m'appelle Shepard, James Shepard. Depuis 26 ans, j'exerçais la profession de médecin dans notre bourg de King's Abbot, et j'avais droit à l'honorabilité. Madame Ferrars est morte, j'avais soigné son mari, je connaissais son secret. Roger Ackroyd est mort pour avoir voulu connaître le mien. Vous êtes impitoyable, Poirot. Trop habile. Trop habile. Caroline ne saura pas que le paquet que je lui demanderai de vous apporter contiendra ce dictaphone. C'est juste que l'un des instruments du crime soit aussi celui de ma confession. Un dispositif de mon invention efface automatiquement ces mots que personne n'entendra plus. Je vous aurais bien aimé, Poirot, si vous aviez eu l'obligeance de vous tromper un peu. Étouffer cette lamentable affaire. Raglan est facile à berner, que Caroline ne sache jamais. Jamais. Je vais prendre ce chemin d'évasion qui ne conduit pas vers la liberté. Même un docteur peut se tromper de dose lorsqu'il se soigne avec un médicament aussi terrible que la strychnine. Et je crois que je vais lourdement me tromper. Et maintenant, Roger Régent vous parle d'Agatha Christie au cinéma. Agatha Christie, qui est en quelque sorte l'héroïne de notre émission de ce soir, semble être l'écrivain dans l'œuvre de qui le cinéma aurait dû puiser de nombreux sujets de films. Or, contrairement à la logique, il n'en est rien. Je n'ai pas présent à la mémoire tous les titres des romans d'Agatha Christie que l'on a portés à l'écran, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a très peu. On se rappelle surtout l'adaptation que Dudley Nichols et René Clair firent d'Édipe Tinègre,
et du film que René Clair réalisa à Hollywood en 1945, d'après ce scénario, et qui porta le titre en France de 10 petits Indiens. Ce film contenait des passages remarquables, notamment cette séquence où, en suivant le fil déroulé d'une pelote de laine, on remontait de personnage en personnage, illustration en somme du titre d'un livre que devait écrire plus tard René Clair de fil en aiguille. Oui, ce film était par instants éblouissant, mais dans l'ensemble, il est le moins réussi des 4 que l'auteur de Porte des Lilas a tourné en Amérique pendant la guerre. Donc, les 10 petits Indiens mis à part, Agatha Christie a fort peu inspiré les cinéastes. C'est paradoxal quand on songe à l'imagination très riche de cet écrivain, à l'invention dont elle fait preuve dans ses romans et à la vigueur des personnages qu'elle a créés, ne serait-ce que cet Hercule Poirot, son Maigret, et quand on songe aussi à la qualité de son écriture. Voilà justement peut-être ce qui lui a nui auprès des gens de cinéma. Ceux-ci sont le plus souvent incapables d'aller découvrir les personnages vivants et les images qui apparaissent derrière la forme littéraire d'une histoire. Agatha Christie, en écrivant ses livres de psychologie policière, a découragé les cinéastes. Pourtant, comment ceux-ci n'ont-ils pas été envoûtés par l'atmosphère dans laquelle l'auteur plonge ses héros? Elle a un peu sacrifié l'action pure au dessin et à la couleur du décor. Les drames aussi, qui se jouent dans ces récits, sont plus intérieurs qu'extérieurs. Voilà sans doute ce que ne lui pardonnent pas les fabricants de films. On pourrait dire que Simenon aussi décrit longuement et minutieusement l'atmosphère de ses histoires, et qu'il a été pourtant copieusement adapté à l'écran. Oui, mais dans ses romans strictement policiers, l'action prend toujours l'avantage. Revenons-en aux 10 petits Indiens. Ce qui nous touchait le plus dans le roman comme dans le film, ce qui mettait le lecteur et le spectateur dans l'angoisse, ce n'était pas tellement l'identité de l'assassin qu'il fallait découvrir, c'était plutôt le mystère qui planait sur cette petite île, où les uns après les autres, les invités au week-end disparaissaient et mouraient de mort violente. Les cinéastes, sauf René Clair, il l'a prouvé, n'aiment guère ces subtilités. Pour eux, un bon coup de couteau vaut mieux que les brumes et les bruits mystérieux qui entourent la maison du crime. Peut-être ont-ils raison, cela se défend. En tout cas, il est regrettable que l'on n'ait pas puisé davantage dans l'œuvre d'Agatha Christie pour le cinéma. Mais il n'est pas trop tard. Souhaitons que les cinéastes découvrent la grande romancière anglaise. Cela vaudrait tout de même mieux que les pitoyables séries noires dont on nous submerge depuis quelque temps. Germaine Beaumont va vous parler du dernier roman policier qu'elle a lu. Le nombre des nouveaux auteurs de romans policiers ne cesse de croître, surtout en France. Et il faut croire que le genre a déjà pénétré fort avant dans l'esprit de ces auteurs, car leur début porte la marque d'une grande maîtrise. C'est le cas, par exemple, du roman intitulé « Les mauvais Jacques », signé par P. Forquin et L. Éraille. Ce roman vient de paraître chez De Noël. Il débute par un barrage de police sur une route déserte de la montagne, car on a signalé un trafic d'armes passant par la frontière italienne. D'une des voitures arrêtées descendent un homme et une femme. Il n'y a pas d'armes dans la voiture, mais l'homme est porteur d'un pistolet auquel manquent 3 cartouches. L'homme, un courtier en affaires nommé Dermoz, s'en montre étonné. Il ne s'est servi de l'arme qu'une seule fois pour exercer sa justesse de tir. L'affaire pourrait s'arrêter là si, non loin de là, on ne trouvait sur une autre route de montagne, en direction de Villard-de-Lans, un homme tué de 2 coups de revolver. Et cet homme est le mari de la femme qui accompagnait Dermoz. De là à conclure à la culpabilité de Dermoz, c'est d'autant plus facile que la femme du mort est la maîtresse de l'accusé. Partant de ce départ net et logique, le drame se déroule, tourne autour de la révoltante personnalité du mort, lequel fut une sorte de monstre haineux et sadique. Il tourne également autour de la sympathie instinctive qu'inspire aux policiers chargés de l'enquête la personnalité émouvante et charmante de la jeune veuve considérée comme la complice de son amant. Dermoz et cette femme sont-ils vraiment coupables ? Ne sont-ils pas des victimes tombées dans un piège diaboliquement habile ? Mais alors, quel serait l'assassin ? On peut dire que les dernières pages du roman, qui livrent la clé psychologique et douloureuse du mystère, sont excellentes. Quant au mauvais Jacques, du titre de ce roman où personne ne s'appelle Jacques, ce n'est qu'un lieu-dit, celui de l'assassinat.
Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos, avec Henri Crémieux et Georges Chamara de la Comédie Française, André Var, Jean Bollot, Jean Negroni, Geneviève Morel, Jacqueline Rivière, Rosie Vart, Marcel Bozuffi, Raymond Garivier, Pierre Delbon, Pierre Olivier, Clara Teffani et Yves Duchâteau. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Noël Barbé, opérateur Charles Marié, assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation de Pierre Billard.